En marche vers les élections, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro consacré essentiellement au processus électoral. Dans ce numéro, nous recevons un candidat président de la République. Il s'agit du docteur Noël Tchani Mwadianvite. Il est le numéro 15. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes déjà en campagne électorale. Et là, vous êtes candidat président de la République. Sur quelle campagne ou sur quel discours, sur quel thème les Congolais vont devoir vous élire? Je m'appelle Dr Noël Tchani Mwadianvite. Comme vous l'avez dit, je suis candidat numéro 15 à la présidence de la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent savoir que notre pays est très mal géré et que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation catastrophique. Nous avons de l'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Nos familles mangent une fois tous les 2 jours. Nos parents meurent tous les jours, littéralement. L'espérance de vie à la naissance dans ce pays est de 50 ans aujourd'hui, contre par exemple 90 ans à Monaco. Nous vivons sans électricité, sans eau potable, sans service de télécommunications pour la plus grande partie de la population congolaise. Cette situation résulte d'une certaine façon de gérer le pays par le régime actuel. Le thème que les Congolais devraient retenir, en ce qui me concerne, c'est le changement. Nous devons changer parce que la continuité du régime que nous avons aujourd'hui ne va pas nous amener au bonheur. Nous sommes aujourd'hui l'un des pays les moins développés de la planète. Nous avons le taux de chômage, l'un des plus élevés du monde, 85% de la population active au chômage. Nous avons une population qui est littéralement clochardisée. Nous sommes devenus l'une des populations les plus pauvres du monde. Dans ces conditions, continuer avec ce que nous avons, c'est continuer dans la médiocrité. Nous avons donc besoin de changer fondamentalement pour pouvoir retrouver le destin que nous sommes supposés donc avoir avec toutes les ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner. Le changement, c'est presque tous les candidats présidents de la République qui en parlent, excepté peut-être le candidat du FCC qui s'inscrit dans la continuité de la gestion Kabila. Les dire et les faire. Comment vous y prendrez pour changer, pour apporter réellement ces changements tant souhaités? Vous savez, il y a des gens qui peuvent se couvrir d'une couverture sur laquelle c'est marqué le mot changement. Mais en réalité, à l'intérieur, ils n'ont pas changé. Moi, j'incarne la rupture et le changement pour la simple raison que je suis un homme nouveau. Je n'ai jamais participé à la mauvaise gouvernance de notre pays. Je n'ai jamais participé à la corruption, à la prédation des ressources naturelles, au détournement des fonds publics. Je n'ai jamais participé aux rébellions meurtrières qui ont endeuillé notre pays. Je n'ai jamais participé aux assassinats. Tout cela, il y a très peu de gens dans la course à la présidence de la République qui peuvent le dire ainsi. Moi, je peux lever ma main et dire, regarder dans les yeux des Congolais en leur disant, je voudrais tourner la page sur tous ces malheurs qui ont cloué la RDC au sol. Je n'ai jamais été corrompu. Je voudrais que le Congo puisse retrouver le destin que nous sommes supposés avoir, c'est-à-dire nous mettre sur la voie du développement économique et social durable pour pouvoir développer ce pays au profit de tous les Congolais et de toutes les Congolaises. Monsieur Maître, d'abord, nous savons que le budget voté à l'Assemblée nationale pour l'exercice 2019 avoisine les 5 milliards de dollars. Ces changements, comment atteindre ces changements avec 5 milliards de dollars? Comment vous comptez améliorer les sociales des Congolais? Et par où commencer? Vous savez, le budget de 5,9 milliards de dollars présenté par le gouvernement et le régime actuel, ce budget il est très ridicule, il est même très risible. Pourquoi? Parce que quand on regarde les pays tels que l'Angola à côté qui ont très peu de ressources naturelles par rapport à la RDC, l'Angola a un budget de 106 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, 125 milliards de dollars. Le Nigeria, 661 milliards de dollars. Il est tout à fait inadmissible qu'un grand pays comme la RDC, avec toutes les ressources que nous avons, nous puissions avoir un petit budget ridicule de 5,9 milliards de dollars. Et je vais vous dire pourquoi nous avons un si petit budget. C'est parce que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans le budget national. Ça va dans des poches des privés. C'est volé. C'est caché dans des comptes offshore en Suisse, dans les îles Vierges britanniques, aussi à Panama. Vous avez suivi donc l'histoire des Panama Papers. Il y a des Congolais dont les noms se trouvent donc dans
dans les Panama Papers. Ces Congolais, ils ont trouvé cet argent comment? Ils ont volé l'argent du trésor public. Lorsque je suis président de la République, je vais mener une lutte acharnée contre la corruption, la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Je vais recouvrer tout cet argent qui est perdu aujourd'hui, le mettre dans le budget, augmenter ce budget de 5,9 milliards de dollars aujourd'hui à 45,3 milliards de dollars en moyenne par an sur 15 ans. 45 multiplié par 15 ans, nous allons obtenir 680 milliards de dollars provenant des ressources intérieures qui nous sont volées aujourd'hui. En plus de cela, parce que j'ai une bonne vision de développement pour le pays, je vais lutter contre la corruption, je vais mettre en place un état de droit fonctionnel. Nous allons, par conséquent, améliorer l'environnement des affaires pour attirer plus d'investissements directs étrangers qui vont s'élever de 3,5 milliards de dollars aujourd'hui à 5 milliards de dollars par an. En moyenne, multiplié par 15 ans, nous allons obtenir 75 milliards de dollars au total provenant des investissements directs étrangers. Ensuite, nous allons garder le niveau d'aide bilatérale et multilatérale qui s'élève aujourd'hui à 3 milliards de dollars. Multiplié par 15, nous allons obtenir 45 milliards de dollars. Un total qui proviendrait donc d'aide bilatérale et multilatérale. Lorsqu'on additionne 680 milliards de dollars, 75 milliards de dollars et 45 milliards de dollars, on va obtenir les 800 milliards de dollars, le montant total pour mettre en œuvre avec succès le plan Marshall que je propose pour la République démocratique du Congo. Je voudrais dire au peuple congolais que le Congo est promis à un bel avenir, mais nous devons travailler ensemble. Nous devons mener une lutte acharnée contre la corruption. Si vous voulez, je vous dirai par la suite comment lutter contre la corruption pour arriver à réaliser ces résultats. Et cette lutte contre la corruption ne peut pas être menée par des gens qui font partie du problème, par des gens qui viennent du régime qui est en place aujourd'hui, un régime très corrompu, qui a tué beaucoup de nos compatriotes, un régime qu'il faudrait mettre dans les oubliettes de l'histoire. Vous parlez de la mobilisation de recettes, mais il y a la question des infrastructures pour y arriver. Vous n'êtes pas sans ignorer que la République démocratique du Congo n'a pas pratiquement des infrastructures aujourd'hui. Comment vous comptez y arriver sans infrastructures? C'est pour ça que nous avons le plan Marshall. L'un des programmes, sur les 15 programmes du plan Marshall, porte sur la construction d'infrastructures de base à haute intensité de main-d'œuvre, c'est-à-dire la construction de routes intégratrices pour relier toutes les provinces du pays, des autoroutes intégratrices, la construction des chemins de fer, et nous allons même construire des villes, c'est-à-dire prendre des villes existantes, des villages existants, les transformer en villes et villages modernes, c'est-à-dire des villes et villages où nous avons des routes, des autoroutes, des chemins de fer qui passent par là, où nous avons des quartiers résidentiels modernes, avec des maisons modernes construites comme en Afrique du Sud ou dans d'autres pays un peu plus avancés que nous. Nous allons mettre dans ces maisons de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications. Nous allons construire des quartiers administratifs tout neufs pour pouvoir abriter les services administratifs, pour reconstruire l'État, si je peux dire. Au-delà de cela, nous allons développer des zones d'exploitation agricole, d'élevage et de pêche, pour pouvoir lancer des activités économiques donc dans ces villes modernes que nous allons développer. Et à côté, nous allons installer des zones industrielles, c'est-à-dire là où nous allons attirer des investissements étrangers pour installer des entreprises qui vont acheter des productions agricoles, des productions d'élevage et de pêche, afin de pouvoir créer des emplois pour les populations locales. Voilà les infrastructures que nous allons construire. Mais au-delà de cela aussi, je voudrais que les Congolais puissent savoir que nous allons lancer un grand programme pour faire en sorte que tout le pays puisse avoir les mêmes conditions de vie. Quand on construit une ville moderne, par exemple Kikwit, on va construire le même type de ville 243 fois dans les 26 provinces du pays, de telle façon que nous allons avoir les mêmes conditions de vie à Kisangani, à Mbujimaï, à Kananga, au Katanga, à Lissala, un peu partout. Nous allons en d'autres termes réaliser le rêve de nos pères de l'indépendance, de construire un pays plus beau qu'avant. Et moi, Noël Tchani, j'ajoute, où il fait bon vivre partout. Et pour cela, il faut une armée forte et républicaine. La République démocratique du Congo est aujourd'hui menacée dans ses frontières des faits de forces négatives. Comment vous comptez y arriver? Vous savez, c'est même le programme numéro 1 du plan Marshall que je propose. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et aussi la démocratie. Mettre en place une administration publique fonctionnelle et mettre en place des institutions fonctionnelles et durables.
Ce que nous allons faire, c'est reformer l'armée, la police, les services de sécurité. En commençant d'abord par faire l'inventaire de qui est dans l'armée, dans la police, les services de sécurité. Nous voulons savoir nos militaires, nos policiers, ils viennent d'où? Nos agents de sécurité, sont-ils réellement congolais ou sont-ils donc des gens qui viennent des pays étrangers et qui sont venus ici pour pouvoir nous semer l'anarchie pendant qu'ils se trouvent donc dans les rangs de nos forces armées congolaises? Une fois que nous avons fait l'inventaire, ceux qui sont congolais vont rester. Ceux qui ne sont pas congolais, on va les mettre de côté. Mais au-delà de ça, maintenant, nous allons demander sur chacune de ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé. Est-ce que ce sont des militaires ou des policiers bien formés, professionnels, qui ont fait leur travail correctement, ou bien ce sont des criminels qui ont commis des crimes sur nos citoyens, surtout à l'est de la République, et qui sont venus gonfler simplement donc les rangs pour qu'on les appelle des policiers ou des militaires, mais en réalité, ils ne font pas le travail qu'ils sont supposés faire. Une fois qu'on a fait cet inventaire, les mauvais vont être sortis de la police et de l'armée. Le reste, on va les garder. Nous allons maintenant nous demander si nous avons par exemple 45 000 personnes dans la police. Nous allons nous demander est-ce que c'est suffisant pour pouvoir maintenir la paix, la sécurité. Si ce n'est pas suffisant, et on a besoin par exemple de 100 000 personnes contre 35 000 personnes que nous avons aujourd'hui. La différence, les 65 000 personnes, ce que nous allons faire, c'est recruter de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, on va les recruter dans nos universités, des enfants qui ont reçu donc une formation éducationnelle donc suffisante pour qu'ils puissent comprendre la formation et le rôle qu'ils sont supposés jouer en tant que policiers ou en tant que militaires. Une fois qu'on les a formés, on va les déployer maintenant à travers tout le pays pour qu'ils maintiennent la paix avec des instructions strictes de la part du chef de l'État qui sera le commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Je vais donner des instructions pour qu'aucun policier, aucun militaire ne puisse tirer sur un enfant congolais ou sur un Congolais n'importe comment, comme ça s'est passé il y a 2 jours au campus de Kinshasa. Si jamais il y a un policier ou un militaire qui le fait, il va connaître ce que j'appelle la loi martiale. Quelle différence? Nous avons vu lors du gouvernement 1+4, il y a eu brassage des unités de l'armée. Et au niveau de la police, il y a également même la police qui a été formée, les éléments de la police qui ont été formés par, je dirais bien, l'armée britannique, plusieurs armées européennes ont été formées ici. Mais on n'a pas vu le changement dans la qualité des services rendus par la police. Alors quand vous parlez de la réformation, est-ce que nous ne risquons pas d'avoir le même résultat? Vous avez mentionné exactement la crainte que j'avais. Lorsqu'on a fait ce brassage, on a pris des armées qui viennent de rébellions différentes. On les a mises ensemble, on leur a donné des armes, on leur a donné des uniformes et on les a appelés la police et l'armée nationale. Je ne vois pas les choses comme ça. C'est pour ça que je dis qu'on doit faire l'inventaire de qui est dans l'armée et dans la police. Si vous avez l'historique d'avoir commis des crimes quelque part, vous venez des armées rebelles, mais vous avez commis des crimes dans le passé, on va vous sortir de l'armée. Si vous n'avez pas commis des crimes et que vous n'avez pas de formation suffisante, on va vous mettre dans des programmes additionnels de formation complémentaire pour pouvoir vous récupérer afin que vous puissiez faire votre travail correctement. Mais des nouveaux éléments qui sont recrutés, qui seront d'ailleurs en plus grand nombre par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, ces nouveaux éléments vont subir une formation accélérée de très haut niveau pour qu'ils soient à mesure de rendre des services des polices, d'armée et aussi des agents de sécurité, comme ça se passe un peu partout dans le monde. L'armée et la police, les services de sécurité, doivent prêcher par l'exemple. Il est tout à fait inadmissible que ces gens qui sont supposés être au service de l'État utilisent leurs armes pour rançonner la population, pour opprimer la population, pour tuer la population. On va appliquer la loi martiale à toute personne qui serait de la police, de l'armée et des services de sécurité et qui va se comporter d'une façon qui n'est pas exemplaire. Au-delà de cela, je voudrais aussi que nos éléments dans la police, dans l'armée et dans les services de sécurité sachent que je suis là pour pouvoir les protéger et pour pouvoir les promouvoir. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant que je demande qu'ils puissent être au service de la nation de façon exemplaire, ils seront payés de façon adéquate pour qu'ils soient à mesure d'utiliser leur salaire pour subvenir aux besoins de leur famille. Je vais instituer le système de salaire minimum garanti que j'ai établi à ce stade à 1 000 $ par mois. Pour chaque personne qui travaille dans l'armée, dans la police, les services de sécurité, mais également dans l'administration publique. Je considère que ce salaire... J'ai estimé que ce salaire-là, c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui pour permettre à quelqu'un qui travaille de vivre correctement et de ne pas être tenté d'aller rançonner la population, d'aller prendre la corruption ou de procéder à l'exploitation illégale de nos ressources naturelles.
J'en profite aussi pour le dire qu'à l'est de la République, nous avons des milices qui prolifèrent un tout petit peu donc, dans cette zone-là, et surtout dans les zones minières, et qui commettent des crimes horribles sur nos populations. Je vais donner 90 jours à toutes les milices de déposer les armes. Et nous allons pouvoir avoir un programme de pardon en quelque sorte, pour pouvoir les reprendre, les réinsérer dans la société après une rééducation donc, de qualité. Si cela n'est pas possible et qu'une milice n'a pas déposé les armes, on va utiliser la force. Parce que je vais en finir avec tous les éléments subversifs qui commettent des crimes sur notre population. Il y a la question culturelle. Les Congolais, dans leur ensemble, c'est un pays, la RDC c'est un pays totalement riche, je parlerai culturellement. Dans votre programme, quels sont les aspects que vous retenez à cœur? Oui, vous savez, l'un des programmes, de 15 programmes du plan Marshall consiste à moraliser la société, moraliser la vie publique, mais aussi le changement de mentalité. En tant que Congolais, nous devons nous faire violence. Nous devons reconnaître que certaines des mentalités que nous avons ne sont pas propices à promouvoir le développement du pays. Je donne l'exemple. La théorie aujourd'hui répandue pratiquement un peu partout au Congo qui consiste à dire « chance et lokopamba ». C'est une théorie négative. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comprendre aux enfants que sans étudier, sans aller à l'école, quelqu'un peut juste se réveiller le matin et devenir chef de l'État. Je voudrais vous dire à tous les enfants congolais qu'il ne faut pas suivre une telle théorie. On va vous rééduquer pour que vous puissiez comprendre que l'enseignement est la base de tout. Nous allons rendre l'enseignement primaire et secondaire obligatoire et gratuit pour permettre à tous les enfants congolais d'étudier normalement et d'avoir accès à l'éducation de qualité sans être mis en arrière parce que vous venez d'une famille pauvre. Et lorsque vous terminez l'école secondaire, nous allons vous donner ce que j'appelle des bourses d'études pour vous permettre d'aller à l'université et d'étudier correctement. Terminer vos études pour être d'abord utile à vous-même, être utile aussi à votre pays, mais surtout pour être compétitif par rapport aux autres enfants qui viennent des pays africains ou bien aux autres enfants qui viennent dans le monde. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. On ne peut pas simplement se contenter d'être congolais. On doit se contenter d'être congolais et de se comparer aux autres citoyens du monde. Parce que si on ne peut pas donc le faire, les autres citoyens du monde seront toujours meilleurs par rapport à nous et nous serons toujours donc derrière. Pour pouvoir éponger ce gap, cette différence, je propose que l'enseignement soit rendu gratuit et public au niveau du secondaire, mais aussi qu'on puisse faciliter l'accès à l'enseignement de qualité au niveau universitaire, au niveau des instituts supérieurs, au niveau de la formation professionnelle, pour que tout enfant congolais ne puisse pas être empêché de pouvoir avoir accès à l'éducation de qualité, même s'il vient donc des familles pauvres. Voilà ce que nous allons faire pour permettre donc à nos enfants de pouvoir étudier correctement. Je disais cela pour souligner le fait que nous avons des mentalités qui sont négatives. Dire aujourd'hui que chance et lokopamba, cette théorie-là, nous devons la mettre dans la poubelle. En plus de cela, nous avons d'autres mentalités. Cette rivalité qui existe entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur, je pense qu'elle est destructive, elle est inutile. Nous sommes une même population, nous devons promouvoir la cohésion entre les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur parce que nous sommes complémentaires. Les gens qui sont de l'intérieur connaissent certaines réalités que les gens de la diaspora ne connaissent pas, mais de l'autre côté, la diaspora congolaise a accès à certaines connaissances pointues dans des domaines bien spécifiques, domaines dont nous avons besoin pour le développement du pays. Donc, mettre notre population ensemble, promouvoir la cohésion sociale est une qualité importante qui fera partie de la transformation des mentalités pour que notre population devienne utile au pays. Enfin, je voudrais signaler aussi une chose, c'est que la moralisation de la vie publique doit être une priorité. Aujourd'hui, le service public est perçu au Congo comme étant un endroit où on va pour pouvoir ramasser tout ce qu'on peut, mais sans même travailler au profit de l'État ou bien au profit donc du pays. Nous devons changer cela. C'est pour cela que je propose que les gens soient payés correctement. Ça, c'est la carotte qu'on leur donne, mais de l'autre côté, qu'on s'attende à ce que cette personne rende le service qu'il faut au profit donc de leur pays. Puisque vous parlez de la fonction publique, par exemple, une fonction publique, on parle aujourd'hui de la régénération de la fonction publique. Beaucoup ont été renvoyés en retraite et beaucoup attendent encore d'aller en retraite, mais n'ont jamais touché leurs moyens. Comment vous allez vous atteler entre une génération qui s'en va et celle qui doit faire la relève? Nous devons veiller à ce que la fonction publique rende les services qu'il faut au pays et à la population d'une façon générale. Pour cela, nous allons faire l'audit de la fonction publique, déterminer qui a l'âge de travailler et qui a l'âge de prendre la retraite. Et ceux qui ont l'âge de travailler doivent avoir des formations pointues pour que ces personnes
soient entraînés suffisamment pour être en mesure de faire leur travail correctement. Maintenant, ceux qui doivent prendre la retraite, ils doivent dégager bien sûr, mais de l'autre côté, lorsqu'ils prennent la retraite, après avoir passé un certain nombre d'années au service de l'État, nous devons nous assurer qu'ils ont la pension qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. C'est pour cela que le système de salaire minimum que j'introduis pour les fonctionnaires de l'État, qui va s'élever à au moins 1 000 $ par mois, va aussi représenter une portion importante de la retraite des gens qui vont quitter le service public, mais à qui nous devons assurer une certaine stabilité du pouvoir d'achat. Il est tout à fait inadmissible que quelqu'un qui a travaillé pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans pour l'État, lorsqu'il prend la retraite, cette personne se trouve clochardisée parce que sa pension n'est que de 50 $ par mois, alors que le coût de la vie est de 1 000 $ par mois. Pendant que je suis président de la République, la réforme du système de pension et de la retraite va être une priorité importante pour permettre à tous les retraités, à tous les pensionnés de pouvoir vivre correctement. Et pour cela, les salaires ou bien les pensions, les retraites doivent être relevés suffisamment pour être en conformité avec le niveau des salaires minimum garantis pour que celui qui touche cette retraite puisse avoir l'occasion de vivre correctement pendant les derniers jours de sa vie. Noël Tchani, le budget congolais, les recettes, c'est beaucoup plus, hein, ça vient de ressources minières. Vous pensez, comme vos prédécesseurs, si vous êtes élu, qu'il faille miser plus sur les ressources minières? Je voudrais diversifier l'économie congolaise. L'économie congolaise ne doit pas être basée simplement sur les ressources minières. Nous avons déjà beaucoup de minerais. Je pense que nous pouvons diversifier l'économie déjà dans le secteur minier pour qu'on puisse avoir l'exploitation judicieuse donc de l'or, du cobalt, du diamant, de l'uranium, de toutes les matières premières que nous avons. Déjà la diversification au sein du secteur minier permet au Congo de pouvoir juguler les périodes de fluctuation donc des prix. Ce sera une priorité. Mais au-delà du secteur minier, le Congo présente aussi d'autres avantages comparatifs pour notre économie. Par exemple, le secteur touristique, les éléments de la flore et de la faune doivent être mis en valeur pour que nous puissions attirer suffisamment de capitaux dans cette industrie qui est créatrice d'emplois mais aussi générateur donc de revenus. Nous devons aussi développer ce que j'appelle une industrie agroalimentaire complète, c'est-à-dire la transformation, le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais aussi la transformation des produits de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour que nous puissions développer cette industrie agroalimentaire complète de façon à produire localement, conserver la production agricole, d'élevage et de la pêche, exporter vers d'autres pays africains, pourquoi pas vers le reste du monde. Donc, cette combinaison de techniques nous permettra de diversifier l'économie et d'assurer une croissance économique équilibrée et durable qui pourra garantir un certain niveau d'emploi à toute la population congolaise. Donc, la combinaison de ce que nous allons faire dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, dans le domaine minier, dans le domaine du développement touristique, mais aussi il y a d'autres activités, les services financiers. Les services financiers devraient être promus. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de banques. Toutes les banques sont des banques étrangères. Je voudrais développer le secteur bancaire de façon à attirer des Congolais dans le secteur bancaire, non seulement comme des petits employés des banques, mais aussi comme étant des actionnaires et des gestionnaires de ces banques-là. Nous allons développer des grandes institutions financières. Regardez en Chine par exemple, vous avez 4 grandes banques, des banques nationales qui couvrent tout le pays, mais qui sont capables aussi d'aller à l'étranger. Regardez le Nigeria, c'est la même chose. Le Nigeria, il y a des grandes banques nigériennes dans lesquelles on trouve donc des nationaux. Nous allons faire la même chose aussi pour le Congo. Nous allons développer sur l'île de Mateba au Bas-Congo une industrie de services financiers offshore. Qu'est-ce que j'entends par là? Parce que les bateaux peuvent venir accoster du côté du Bas-Congo. Nous allons développer sur l'île de Mateba ce que j'appelle les services d'enregistrement des navires et le service d'enregistrement des entreprises, mais également des services financiers offshore, semblables à ce que nous voyons à Dubaï. Ces choses-là, on peut les imaginer, on peut développer donc en RDC, et ça fait partie du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, ce qui va permettre de créer beaucoup d'emplois pour les Congolais, et surtout des emplois bien rémunérés pour permettre à notre population de vivre correctement. Les 3 dernières décennies, les Congolais se sont divisés, déchirés, s'entretués. Quelle est la place de la réconciliation dans votre plan? Dans notre plan, nous envisageons de lancer ce que j'appelle la commission de vérité, paix et réconciliation nationale. Pourquoi? Parce que les Congolais se sont fait la guerre, ils se sont entretués. Voyez ce qui est arrivé dans l'espace Kasaïa, le phénomène Kamwina Sapo. Même si je blâme le gouvernement de la RDC et son régime ici d'avoir
fermer les yeux pendant que les gens étaient en train de s'entretuer ou d'avoir même tuyauté ces tueries entre les gens. Mais je pense qu'il est important qu'on arrive à mettre le passé derrière nous, à nous réconcilier. Je vais organiser sur l'étendue du territoire national des opérations de vérité, paix et réconciliation pour que ceux qui se sont entretués, qui se sont fait des guerres, puissent avoir l'occasion de se défouler, de sortir donc tout ce qui se trouve dans leur ventre, de parler donc à leurs frères et sœurs, de se demander pardon, de s'embrasser pour que nous puissions recommencer à zéro. J'insiste sur le fait qu'on ne peut pas se développer si nous passons notre temps à pouvoir nous faire la guerre. Et on ne peut pas se développer si nous passons notre temps à pouvoir insulter donc le voisin, l'autre compatriote, à se faire des jalousies et consorts. Nous devons à un moment donné mettre ce passé là derrière nous, et je voudrais être ce président de la République qui réconcilie tous les Congolais et qui met tout le passé que nous avons connu. C'est un passé douloureux, mais qui le met derrière pour que nous puissions désormais nous concentrer sur la tâche importante du développement économique et social au profit de tous les Congolais. Noël Tchani, la République démocratique du Congo a 9 voisins. Il faut parler de la diplomatie. Quelle est la politique que vous mettrez en place, si vous êtes élu, pour la coopération avec les pays frontaliers? J'ai eu l'occasion l'année dernière de prendre part au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et là-bas, j'avais rencontré un certain nombre de présidents africains qui m'avaient donné des conseils très utiles. J'ai fait allusion au président de la Guinée, il s'appelle comment? Le président de la Guinée, M. Conté, qui était président de la commission de l'Union africaine. Et j'avais parlé avec lui, et il m'avait donné un conseil très utile que j'ai dû appliquer immédiatement. Il m'avait dit, vous aspirez à devenir président de la République démocratique du Congo. Vous avez 9 voisins. Et je sais que parmi les 9 voisins, il y a des voisins qui sont plus amicaux que d'autres. Et il y a des voisins avec lesquels vous avez des problèmes. Je vous conseille de faire le tour de tous les pays voisins, de saluer chaque chef d'État ou bien chaque ministre des Affaires étrangères et de lui dire que vous voudriez travailler pour que nous puissions retourner à la paix et nous concentrer désormais collectivement aux efforts de développement du pays. Et je l'avais fait. J'avais rencontré tous les chefs d'État ou tous les ministres des Affaires étrangères de tous les pays voisins et surtout, j'avais trouvé qu'il y a une prédisposition à ce que nous puissions travailler ensemble. Je sais qu'avec certains pays, les choses ne sont pas faciles, mais nous devons nous dépasser. Je voudrais par exemple développer des zones de développement d'intérêt commun avec certains pays. Il y a des ressources naturelles qui se trouvent aux frontières et qui sont parfois en partie au Congo et parfois donc dans l'autre pays. Ces ressources naturelles peuvent être exploitées au profit de tous les pays. Par exemple, je donne le cas du lac Kivu, où nous avons le gaz méthane. Le gaz méthane est en train d'exploiter on exploite déjà du côté du Rwanda. On exploite déjà du côté du Rwanda. Nous devons trouver un accord de partenariat pour que l'exploitation du gaz méthane puisse profiter aux deux pays. Soit nous créons nos entreprises de ce côté ici et nous exploitons donc le même bassin de gaz méthane, soit nous trouvons un accord de partenariat pour que l'exploitation du gaz méthane soit faite au profit donc de deux côtés. La même chose se trouve du côté de l'Angola et aussi de la RDC avec le pétrole du côté de Moanda, je pense, du côté de Moanda. Nous devons parvenir à ces accords de coopération bilatérale avec le pays voisin pour que l'exploitation de ces ressources naturelles aux frontières puisse bénéficier aux populations de l'autre côté, mais aussi aux populations congolaises. Nous avons le même phénomène avec le lac Albert. Il y a aussi du pétrole là-bas entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Donc, en tant que chef de l'État, je mettrai en avant la diplomatie, mais aussi la vision pour le développement, non seulement harmonieux de la RDC, mais aussi de la sous-région. Et je pense, j'avais trouvé que tous les chefs d'État des pays voisins sont très sensibles à ce discours. On va également parler de diplomatie avec les institutions de Bretton Woods. Vous êtes également internationaliste, il faut le dire. Vous avez circulé, parcouru le monde. Quand vous voyez aujourd'hui la République démocratique du Congo et les institutions internationales, il n'y a pas, on pourrait même le dire, confiance mutuelle. Comment vous allez faire pour que cette confiance se rétablisse? J'ai travaillé dans la communauté internationale pendant 38 années. C'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Quand je suis parti du Congo, je suis parti en tant que jeune élève, jeune étudiant. J'ai étudié, j'ai terminé jusqu'au niveau du doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine. Après cela, j'ai fait des études complémentaires à l'Université de Harvard dans le domaine de leadership et de management. Après avoir terminé, j'ai travaillé dans les banques d'investissement et commerciales à New York, mais aussi à la Banque mondiale,
Total, 38 années d'expérience. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents. J'ai aidé plusieurs pays à sortir des problèmes, à améliorer leurs relations entre ces pays-là, entre ces gouvernements de ces pays et les institutions de Bretton Woods. Je peux citer la vision de développement que j'ai publiée qui s'appelle La force du changement ou le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement, elle est préfacée par un chef d'État, l'ancien président du Sénégal, Abdoul Diouf. Mais cette vision de développement a été vue et commentée et appréciée par d'autres chefs d'État. Je peux mentionner le président François Hollande, je peux mentionner le président Abdoulaye Wade du Sénégal, Joyce Banda du Malawi, Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, qui coétaient. Donc plusieurs chefs d'État ont vu ma vision de développement, l'ont appréciée et trouvent que c'est une vision digne de considération qui peut transformer fondamentalement la RDC. Pour avoir moi-même travaillé dans les institutions de Bretton Woods et avoir contribué à améliorer les relations entre les institutions de Bretton Woods et des pays tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les Cap-Vert et consorts, l'Indonésie, j'en passe, je suis bien équipé pour savoir que faut-il faire pour que ces institutions nous fassent confiance. Et d'ailleurs, à la minute que je suis président de la République, ces institutions vont nous faire grandement confiance parce qu'ils savent que je suis l'un d'eux qui vient ici et ils ont tout intérêt à me voir réussir parce que si j'échoue, ce sera aussi leur échec. Les gens vont dire, mais voilà, il est sorti des institutions de Bretton Woods et il a échoué donc en RDC. Je sais ce qu'il faut faire en ayant une bonne vision, en ayant des politiques qui fassent du sens et en travaillant pour le peuple congolais. En travaillant pour le peuple congolais, pourquoi? Parce que les gens ont tendance à penser que ces institutions-là veulent empêcher qu'un pays comme la RDC se développe. Ce n'est pas vrai. Ces institutions veulent que la RDC se développe, mais il appartient aux dirigeants congolais de faire ce qui est bien dans l'intérêt du peuple congolais. Si au niveau des autorités congolaises, tout ce qu'on fait, c'est voler les ressources naturelles, c'est faire la prédation des ressources naturelles, c'est faire les détournements des fonds publics, c'est faire des conflits d'intérêts, le clientélisme, qui font que l'État perd des revenus qu'il aurait pu avoir, qu'il aurait pu mettre dans le budget. En ce moment-là, la dernière question, il y a la question de l'eau, les transferts de l'eau du fleuve Congo vers l'Ubangi, le Tchad. Quel est votre point de vue à propos? Vous savez, j'ai été directeur résident de la Banque mondiale basée au Tchad et j'ai suivi ce problème de très près. Nous devons mener des études qui soient appropriées et je voudrais d'ailleurs, j'ai trouvé d'ailleurs que les autorités congolaises sont très distraites sur cette question et que d'autres pays traitent de la question et que les autorités congolaises ne sont même pas présentes dans ce genre de réunions. Mon point de vue c'est celui-ci, nous devons étudier correctement le cheminement d'eau sur le fleuve Congo. Si on peut capter de l'eau avant qu'elle soit jetée donc dans l'océan, mais sans que ça puisse avoir de l'impact sur le barrage Inga, le site d'Inga, en ce moment-là, ça peut faire du sens tant qu'on nous paye pour notre eau. C'est comme notre pétrole. Mais si ça peut avoir de l'impact sur le barrage d'Inga ou le grand Inga, en ce moment-là, nous devons avoir beaucoup de réserves parce qu'on ne voudrait pas résoudre le problème de quelqu'un d'autre en créant un problème chez nous. Donc, nous avons besoin de faire des études appropriées à ce sujet. Et moi, personnellement, je suis très bien équipé pour pouvoir superviser ce genre d'études-là. Pourquoi? Parce que j'ai été associé aux discussions sur cette question pendant que j'étais directeur résident de la Banque mondiale au Tchad. Noël Tchani, merci. Le dernier mot aux électeurs qui devront décider le 23 décembre. Mes chers compatriotes, nous sommes à la croisée de chemin aujourd'hui. Le Congo a besoin de tourner l'histoire, de tourner la page de l'histoire. Nous avons connu des massacres, des assassinats, des rébellions. Nous avons connu tous les fléaux qui ont cloué le Congo au sol. Aujourd'hui, nous sommes les moins développés de la planète et nous avons une population clochardisée. Tout cela n'est pas arrivé au hasard. Il y a eu un régime qui a géré tout ce pays. Nous voudrions tourner la page, recommencer à zéro et nous devons être très sélectifs dans le choix du futur président de la République. Je viens ici comme un homme nouveau qui n'a jamais trempé dans la mauvaise gouvernance et dans la corruption et surtout dans la gestion du pays qui nous a amenés à la situation catastrophique actuelle. Je suis un homme nouveau, un homme propre, un homme intègre. J'ai une vision de développement. Si nous la mettons ensemble, en œuvre, nous allons transformer fondamentalement la RDC. Retenez ceci, je suis candidat numéro 15. J'ai une vision de développement qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC qui contient 15 programmes à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans pour transformer fondamentalement la RDC, développer la RDC et augmenter le produit intérieur brut de la population
le PIB par habitant à 15 000 $ sur une période donc de 15 ans. Et retenez aussi, le candidat numéro 15 qui a 15 diplômes et qui a une vision de développement contenant 15 programmes à mettre en œuvre sur 15 ans pour réaliser un PIB par habitant de 15 000 $. Vous votez pour moi, nous allons nous développer et nous allons changer le destin de tout le peuple congolais. Je vous invite le 23 décembre à retenir un seul chiffre, le candidat numéro 15 pour le développement de la RDC et pour le bien-être du peuple congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Noël Tchani, d'être venu dans l'émission En marche vers les élections. Merci beaucoup de me recevoir ici. Madame, Messieurs, merci de votre sympathique attention et soutenu à ces magazines. Je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro. Merci bien.